Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce traditionnel webinaire consacré cette semaine à la gestion du stop, le placement du stop en trading. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ceci est donné à titre pédagogique, informatif. Il n'est absolument pas dit que l'utilisation de CFD soit adaptée à votre profil d'investisseur. Il faut vous rapprocher d'un professionnel qui établira avec vous si effectivement vous avez un profil compatible avec l'utilisation de CFD qui sont des outils spéculatifs. Voilà, on va commencer par le sommaire, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion du stop est sans doute le plus important. Beaucoup d'investisseurs considèrent que c'est l'entrée en position qui est importante. En fait, si on prend les choses de manière caricaturale, toutes les positions que vous pouvez prendre à un moment ou à un autre seront sans doute gagnantes. Il s'agit de pouvoir sortir à un moment tel que vous soyez non pas de manière potentielle, mais de manière réelle en position gagnante. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il s'agira, grâce à la gestion du stop, à établir un niveau de prix qui vous permet de limiter les dégâts. Donc on va considérer globalement deux situations. La situation où vous êtes entré en position et que vous êtes en gain, et celle où vous êtes entré en position et vous êtes en perte. Et finalement, c'est peut-être même la deuxième situation qui est la plus importante, parce que il faut impérativement préserver votre possibilité de trader. Et si vous prenez vos pertes trop tard, vous risquez de les prendre de manière fatale pour votre capital. Clairement, vous risquez de détruire votre compte de trading. Donc on va commencer par le placement d'un stop lorsque tout se passe bien. Et on a deux solutions essentiellement. On a la solution de l'objectif fixe et celle du stop suiveur. Donc on va commencer par l'objectif fixe. Il faut sans doute ici, bien que ce ne soit pas exhaustif, revenir au basique et revenir au chartisme. Vous avez des configurations qui sont excessivement connues et excessivement simples à utiliser, comme les canaux, les triangles, les biseaux, les fourchettes d'Andrews ou encore même la règle du balancier. Et l'idée, c'est qu'au moment où vous rentrez, eh bien, vous avez déjà en tête l'objectif qui vous permettra de prendre vos bénéfices. Imaginons par exemple que vous ayez décidé de rentrer au point 1. Vous voyez qu'au point 1, nous avons déjà la possibilité d'établir un canal descendant. Vous pouvez avoir un objectif excessivement ambitieux en visant justement le bas du canal après être rentré sur le haut du canal. Vous avez également la possibilité de prendre vos gains sur les précédents plus bas au point 1, c'est-à-dire cette ellipse-ci, mais en imaginant que dans un cas ou dans l'autre tout se passe comme prévu, eh bien vous avez des situations assez faciles à gérer, puisque vous prenez votre gain soit sur le niveau ici correspondant au précédent plus bas, soit en bas du canal orange au point 2, mais dans ce genre de situation, encore une fois, vous vous appuyez sur une figure chartiste connue pour établir le moment auquel vous allez prendre vos bénéfices. Vous pouvez également utiliser les triangles. Si vous avez un triangle qui a justifié votre achat au point 1, vous voyez, on évoluait entre deux demi-droites convergentes. Eh bien, lorsque c'est le cas, on appelle cela un triangle symétrique. Lorsque l'on sort de ce triangle symétrique comme au point 1, eh bien, certains peuvent décider d'acheter. Et l'objectif, il est déterminé de manière multiple. Soit on décide de rentrer sur le point le plus haut du triangle, ici. Soit vous pouvez éventuellement prendre vos bénéfices sur l'objectif le plus ambitieux donné par un triangle, à savoir la hauteur de ce triangle reporté au-dessus du point de cassure. Ça nous donne une sortie au point 2, mais en tout cas, là encore, les situations sont assez simples. Vous sortez à un moment où vous avez atteint l'objectif théorique chartiste. Je ne parle pas ici du stop loss, puisque ça fera l'objet d'une autre partie, mais encore une fois, là, la situation est assez claire. On utilise le chartisme pour entrer et pour sortir. Autre exemple encore, les fourchettes d'Andrews. Voilà, vous savez ce qu'est une fourchette d'Andrews, sinon je vous renvoie aux autres webinaires. Vous avez trois extrêmes consécutifs, ici un plus haut, un plus bas, un plus haut. Les fourchettes d'Andrews se tracent tout seuls. Vous allez avoir une médiane qui va apparaître ici. Lorsque vous utilisez les outils adaptés, encore une fois, ça se trace tout seul. On sait que le ralliement de la médiane est un objectif naturel qui est atteint dans 80% des cas. Ça a été ici atteint au point 1, et on sait que si l'on casse la médiane,
eh bien, on a beaucoup de traders qui visent un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews. Dans ce cas, là aussi, la prise de profit se fait sur la base du modèle chartiste que l'on a suivi. Si on est rentré sur cassure de la médiane, on prend ses bénéfices de manière fixe lorsque l'on aura touché le bas de la fourchette d'Andrews. Dans tous les cas que j'ai mentionnés, que ce soit le canal, le triangle, la fourchette d'Andrews, le biseau ou la figure d'élargissement, qu'importe, ou même la règle du balancier, il est tout à fait envisageable de prendre ces gains progressivement pour ne pas rendre au marché des gains potentiels. Alors ça, encore une fois, ça dépend de la personnalité et du caractère du trader qui est en vous. Et nous avons une possibilité alternative qui est celle du stop suiveur. Alors le stop suiveur a l'avantage de ne pas limiter vos gains potentiels, c'est-à-dire que si vous êtes à l'aube d'un mouvement explosif qui vous emmènerait beaucoup plus loin que l'objectif fixé au début par une figure chartiste, eh bien vous restez dans la course tout le temps. Maintenant le problème c'est que ça demande un petit peu plus de travail et vous avez également la possibilité d'avoir une sorte de décrue rapide dans le sens contraire de votre trade qui fait que vous auriez peut-être plus gagné avec un objectif qu'avec un stop suivant. On va voir ça tout de suite. Donc j'utilise à titre personnel, et c'est le cas de beaucoup de traders, deux types de stop suiveurs, mais il y en a trois que nous verrons. C'est le stop and reverse, le super trend et les précédents creux ou les précédents sommets. On va voir ça. Donc le stop and reverse, je vous laisse découvrir la définition, c'est très connu. Ça fonctionne lorsque les marchés sont en tendance. Il ne faut pas utiliser le SAR lorsqu'on est sans tendance, lorsqu'on est en dérive latérale, parce que ce n'est pas efficace. Et l'idée, c'est que vous pouvez le retrouver très facilement sur la plateforme de CMC Market. Il s'agit d'aller dans l'onglet études, vous cliquez sur parabolique SAR et vous allez avoir des petits points qui vont apparaître comme ça. Et les petits points, justement, lorsque le SAR est ainsi en dessous des cours, on dit que le SAR est haussier, et lorsque le SAR est cassé par une bougie, on dit que le SAR devient baissier. J'insiste, c'est valable uniquement lorsque les cours sont en tendance, pas lorsqu'on dérive latérale. Et l'idée, c'est que si vous avez acheté quelque chose, eh bien vous attendez que le cours vienne casser le SAR pour sortir. C'est un stop suiveur. Regardez à quoi ça ressemble. Imaginons que vous soyez rentré au point 1 pour une raison ou une autre parce qu'on a cassé une oblique descendante ou qu'importe. Vous allez, dans le cadre du stop suiveur, attendre sagement que les cours viennent au point 2 casser le SAR. Comme ça, si vous avez un mouvement exponentiel, eh bien, vous pouvez profiter d'une très grande partie du mouvement puisque vous ne serez sorti et vous serez sorti automatiquement que lorsque le SAR sera cassé. Donc l'achat se fait au point 1 et la sortie se fait au point 2. Vous n'avez pas de stress à gérer, ça se fait tout seul. Vous avez également l'utilisation du super trend. Le super trend, c'est également un outil qui est très utilisé, quoique moins par les traders, mais qui repose sur quelque chose qui est lui très souvent utilisé, c'est l'ATR, l'Average True Range. Et l'idée, c'est que dans la plateforme NextGen de CMC Market, vous allez le retrouver dans les études, ici, Super Trend, et ça ressemble en fait à une courbe qui devient rouge ou verte selon que vous soyez au-dessus ou en dessous. Donc si vous le cassez à la hausse, il n'est plus rouge, il devient vert, et ça s'utilise comme un stop suiveur. Lorsque les cours viendront casser le super trend, eh bien ça sera le moment de sortir de votre trade. Inversement, si vous avez vendu, spéculé à la baisse, c'est lorsque le super trend sera cassé à la baisse, comme ici ou dans cet exemple ici, que vous pourrez, ou encore là, que vous déciderez de prendre vos bénéfices sur votre spéculation à la baisse. Mais encore une fois, comme pour le SAR, ça ne fonctionne que lorsque les marchés sont en tendance et pas lorsqu'ils sont en dérive latérale, puisque le SAR et les super trends ont tendance à envoyer beaucoup de faux signaux lorsqu'on est en dérive latérale. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Voilà un exemple. Imaginons que vous soyez rentré en spéculation à la baisse au point 1 ici pour une raison ou une autre, par exemple parce que le super trend a cassé. Certains utilisent le super trend pour rentrer, pour sortir, je vous recommande pas cela, mais en tout cas certains le font. Et donc si vous rentrez au point 1, eh bien vous laissez guider et vous ne sortirez que lorsque le super trend sera cassé à la hausse, comme c'est le cas au point 2. Certains décideront d'ailleurs d'inverser la position et d'acheter au point 2, et dans ce cas, vous ne sortirez pas avant d'être sorti par la cassure du super trend dans le sens inverse, ici au point 3.
Une autre possibilité qui est très classique hein, pour le trailing stop, c'est tout simplement de remonter le stop à mesure que l'on inscrit des nouveaux sommets ou de baisser le stop à mesure que l'on descend. On verra, ça c'est plutôt pour les spéculations à la baisse. On reprend tout de suite avec la stratégie dans le cadre d'un achat. Imaginons que votre stop initial, que vous soyez rentré au point 1 pour une raison ou une autre, par exemple parce qu'on a dépassé le précédent sommet, vous décidez de rentrer au point 1. Le précédent sommet correspond au niveau qui est dans l'ellipse 1, là, dans l'ellipse bleue ici, vous voyez. Donc le premier stop va être mis en dessous du précédent creux. C'est une technique de base hein, qui correspond à la théorie de Do, qui est une tendance haussière, se manifeste par des pics et des creux qui sont ascendants. Donc vous rentrez au point 1 sur cette bougie par exemple, et votre stop initial, c'est TS1, c'est en dessous du dernier creux. Vous allez laisser dériver les cours à la hausse, vous ne faites rien. Et au point 2, vous voyez qu'on a dépassé, on a fait un nouveau sommet, ici, séparé par un creux. Donc au moment 2 où on fait un nouveau sommet, après la consolidation, vous remontez votre stop au point TS2 qui devient donc votre stop suiveur et vous laissez dériver les cours depuis le point 2. Vous voyez que les cours descendent mais ils ne vont pas toucher le niveau de TS2, ils vont remonter et dépasser le précédent sommet qui était là. Donc au point 3, vous voyez, on est plus haut que le précédent sommet. C'est le signal pour remonter son stop loss, son stop suiveur, pardon, de TS2 à TS3. On le met là aussi entre le creux qui sépare, le creux le plus bas qui sépare les nouveaux sommets. Donc le précédent sommet au point 2 et au point 3, ben, le nouveau sommet. On laisse dériver les cours. Si les cours vont chercher TS3, on sera sorti automatiquement. On voit qu'ils descendent, mais finalement, ils repartent vers le haut. Et au point 4, on dépasse le sommet point 3. Donc, c'est le moment où on remonte le stop suiveur de TS3 vers TS4, c'est-à-dire en dessous du précédent creux, ainsi de suite. Et finalement, le stop sera déclenché lorsque les cours viendront activer, toucher le stop loss qui a été remonté sans cesse. Donc clairement, vous êtes entré au point 1 et vous êtes sorti au point TS6 ici au moment où on l'a touché. C'est notre façon de faire. C'est à peine plus technique, hein, mais ça vous demande quand même de mettre les mains dans le cambouis par rapport au Saro Supertrend qui fait tout seul. Et c'est la même chose dans le sens inverse. Imaginons que vous soyez rentré en spéculation à la baisse sur un titre au point 1. Votre stop loss, puisque là vous voulez vous protéger contre une hausse, hein, et bien il est au-dessus du précédent sommet. Vous laissez les cours dériver. Si on va chercher TS1, vous êtes sorti. Si on ne va pas chercher, vous êtes toujours dedans. Et vous voyez que, par exemple, ici, au point 2, eh bien, on a inscrit un nouveau sommet, un nouveau creux. Donc il s'agit de faire glisser votre stop de TS1 à TS2, c'est-à-dire au-dessus du précédent sommet qui a séparé les deux creux. Vous laissez dériver les cours. Si les cours remontent jusqu'à TS2, vous serez sorti. Ce n'est pas le cas ici. Vous inscrivez un nouveau plus bas au point 3. Vous voyez, au point 3 ici, on est plus bas qu'au point 2. Donc c'est le moment de descendre votre stop loss de TS2 à TS3. Vous laissez dériver les cours. Et lorsque les cours inscrivent un nouveau creux par rapport au précédent creux, eh bien vous remontez encore, vous redescendez votre stop suiveur en TS4, etc. Vous laissez dériver les cours. On inscrit un nouveau creux au point 5. Vous voyez, au point 5, on est plus bas que le précédent creux. Vous descendez encore en TS5. Vous laissez dériver les cours, vous laissez dériver les cours. Vous voyez qu'on inscrit un nouveau plus bas ici au point 6 qui est plus bas que le précédent creux. Vous descendez votre stop suiveur en TS6 et finalement c'est au point 7 ici que votre stop suiveur sera déclenché puisque les cours remontent et vont toucher le niveau TS6. Donc l'idée est toujours la même, vous laissez la position courir tant que l'on ne vient pas solliciter votre stop suiveur qui est au niveau du dernier creux dans le cas d'un achat ou du dernier sommet dans le cas d'une vente spéculative. Et enfin, il y a aussi la situation naturellement où les choses ne se passent pas comme prévu du tout.
la situation où finalement les cours évoluent dans le sens contraire au celui que vous vouliez. Il faut impérativement limiter les pertes. C'est normal d'avoir des trades qui ne fonctionnent pas dans votre sens. Il faut impérativement en limiter les répercussions. Donc ça part du principe, encore une fois, qu'il vaut mieux se couper un doigt que la main, vaut mieux se couper la main que le bras, etc. etc. Et il faudra tout d'abord s'assurer qu'au moment où vous allez mettre votre stop loss, eh bien, vous ayez une perte éventuelle qui soit limitée. Alors, en termes d'argent, cela veut dire que il faut que votre perte soit inférieure à, on va dire, entre 0,5 et 2% de votre capital. C'est-à-dire que si vous achetez ou que vous vendez quelque chose, si vous sortez avec une perte de votre trade, il faut que cette perte ne pèse pas plus que 0,5 à 2% de votre capital. Beaucoup se limitent, coupent la poire en deux et choisissent entre 1,5, voire même 1%. 1%, c'est vraiment standard chez les traders. C'est le maximum de pertes que l'on s'autorise très souvent lorsque le trade ne va pas dans votre sens. Après, il faut que ce soit également compatible avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire imaginons par exemple que vous ayez décidé de trader, que vous ayez repéré ici une résistance importante en bleu et vous décidez au point 1 d'actionner une spéculation à la baisse avec pour espoir d'aller chercher un contact avec le support oblique ascendant ici. Donc vous décidez de spéculer à la baisse au point 1 et vous visez le point 2 et vous gagneriez de l'argent puisque vous êtes en situation où vous spéculez à la baisse. Et bien là, le stop loss initial devrait se mettre par exemple lorsque le scénario est complètement invalidé. Vous voyez, vous pouvez tout à fait mettre le stop loss au niveau du segment rouge, dire voilà, si les cours au lieu de descente remontent et vont toucher le niveau rouge, il est clair que la résistance bleue ne fait pas son office, c'est pas la peine d'insister, il faut impérativement limiter les dégâts puisque les cours peuvent à partir de là aller de plus en plus haut. Donc l'idée encore une fois c'est de mettre votre stop au niveau du segment rouge et de manière parallèle, il faut impérativement que la perte en euros qui sera attachée au déclenchement de ce stop loss soit inférieure à, on va dire, 1% de votre capital de trading. Donc vous avez un double calcul à faire. Le premier calcul, c'est d'établir votre stop loss, c'est-à-dire où vous allez mettre le segment rouge. Et le deuxième, vous devez déterminer la mise, le montant que vous allez trader, de telle manière que si on va jusqu'au niveau rouge, eh bien votre perte ne sera pas supérieure à 1 ou 2%. 2% c'est beaucoup déjà de votre capital de trading. Donc la première solution effectivement c'est de mettre votre stop à un niveau tel que votre scénario il est objectivement caduc. Un autre exemple ici, imaginons que vous avez un achat au point 1. Okay, et vous visez le point 2, c'est-à-dire vous achetez sur support et vous visez la résistance ici. Vous voyez, on a fait le yo-yo pas mal de fois. Vous vous dites, bon, je parie sur le fait qu'on va aller au point 2. Donc la deuxième façon de faire, c'est d'établir non pas le stop de telle manière que votre scénario est objectivement caduc, mais de telle manière que ce que vous perdez soit moitié moins important que ce que vous espériez gagner. Clairement, vous espériez gagner la hauteur de ce segment mauve, vous prenez la moitié, ça veut dire que si on va dans l'autre sens d'une distance équivalente à la moitié de ce que vous aviez espéré gagner, eh bien vous sortez. Clairement, ça vous donne le segment rouge ici, si vous voulez. Donc ce segment mauve est à mi-distance et elle correspond à la moitié de l'autre segment mauve. Et si on va chercher ce niveau 3, eh bien vous perdez votre argent. Et l'idée encore une fois, c'est que on considère que les traders peuvent espérer gagner une fois sur deux, s'ils sont complètement aléatoire dans le résultat. Eh bien, si vous appliquez cette méthode, ça signifie que même si vous avez raison une fois sur deux, vous gagnez de l'argent sur le long terme parce que lorsque vous gagnez 2 fois plus que ce que vous perdez, ou encore, si vous préférez, si vous gagnez une fois sur deux
Oui, que vous perdez une fois sur deux, mais que quand vous perdez moitié moins que ce que vous gagnez quand vous avez raison. L'idée, c'est que vous pouvez espérer gagner sur long terme. Donc, c'est l'autre façon de faire. Donc, ça n'a aucune logique apparente par rapport au chartisme. C'est seulement que vous faites du money management et vous limitez vos pertes maximales à la moitié de ce que vous espériez gagner. Mais là aussi, il faut que le point 3 soit mis de telle manière et que la mise assortie à ce point 3 soit telle que vous ne risquiez pas plus que 1% de votre capital. Okay. Et à partir de là, là aussi, vous avez un double calcul à faire, hein, la détermination de votre stop et aussi la détermination de votre mise pour que ce ne soit pas complètement hors de contrôle. Et puis, il y a également un élément qui est très important à prendre en considération parce que beaucoup de traders nouveaux sont soumis à ce biais psychologique qui est en fait complètement légitime, c'est celui de l'aversion à la perte. Il est tout à fait envisageable que vous ayez des barrières psychologiques qui vous empêchent de perdre sereinement 1000 euros, 100 euros ou même peut-être 10 euros. Et dans ce cas, effectivement, il faut absolument en tenir compte, ne pas négliger, ne pas refouler hein, ces sentiments qui peuvent être absolument destructeurs pour vous. Et plutôt que de mettre un stop loss de telle manière et d'établir une mise de telle manière que cela corresponde à 1% de votre capital, vous avez tout à fait la possibilité de faire un stop et une mise de telle manière que ça corresponde à 0,1% de votre capital, si tant est que cela corresponde en termes de perte à un niveau qui soit psychologiquement difficile à gérer. Donc la règle de 1% de capital est une règle généralement admise, mais vous pouvez tout à fait envisager de miser beaucoup moins, hein, parce que tout simplement, lorsque vous avez des pertes qui dépassent un certain niveau de valeur, eh bien, cela peut être destructeur. Donc on peut tout à fait envisager de l'utiliser également dans la gestion de votre stop loss. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ce résumé rapide hein, des trois façons classiques d'établir les stops vous aura servi. Il ne reste plus qu'à vous entraîner maintenant. Vous avez, je vous rappelle, sur la plateforme de CMC Market des outils de détection automatique de figures, par exemple des figures de détection automatique de canaux, des figures chartistes, des chandeliers japonais. Vous pouvez ouvrir donc un compte de démonstration avec CMC Market et voir comment cela fonctionnerait si vous appliquiez les principes pédagogiques de cette vidéo aux figures chartistes qui se découvrent tout seuls hein, dans la plateforme NextGen avec la détection automatique de figures. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire.